Et on attaque avec cette première vidéo notamment sur l'expert comptable, le comptable salarié et le comptable public. Découvrons ensemble les particularités de ces rôles au sein de la profession comptable. Et nous allons pouvoir passer à la deuxième question qui est en quoi consiste réellement le rôle de l'expert comptable. Et on va commencer par la définition de l'expert comptable qui est faite par l'ordonnance de 1945. Au sens de l'ordonnance, celui qui fait profession habituel de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats. Cette ordonnance ajoute que l'expert comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail, bien entendu. Donc déjà, on retrouve cette notion de contrat de travail. Ainsi, il ne devra pas avoir de lien de subordination avec son client ou l'entité. Il ne pourra pas être salarié, tout ça pour garantir un seul élément qui est l'indépendance du professionnel. On veut garantir son indépendance, donc il ne pourra pas avoir de lien avec le client et on verra un petit peu plus tard qu'on fera attention à certains liens qu'il pourrait avoir. Au-delà de tenir les comptes, le professionnel aura la possibilité aussi de réaliser des audits où il va attester de la régularité, la sincérité et de la conformité des comptes, ce qui va être essentiel bien sûr pour la transparence financière. Et en France, bien entendu, vous l'avez compris, seul l'expert comptable pourra facturer finalement l'entité, mais au-delà de ça, il y a certaines missions spécifiques qui peuvent être menées par le professionnel en vertu bien sûr de son monopole de révision comptable, donc il n'y aura que lui qui pourra exercer la mission. Passons à la deuxième question qui est notamment quelles sont les conditions pour devenir expert comptable? Comment devient-on expert comptable? Eh bien, les conditions d'inscription en tant qu'expert comptable sont les suivantes, puisque la première condition sera de jouir de ses droits civils, qu'il n'y ait pas d'interdiction qui frappe le candidat ou la personne qui souhaite devenir expert comptable. Cela peut être dû à justement des condamnations antérieures qui l'empêchent tout simplement de jouir de ses droits civils. Dans un deuxième temps, il faudra aussi que le potentiel candidat ait un casier judiciaire vierge qui va attester l'absence de condamnations qui vont être incompatible avec l'honorabilité de la profession. Ici, vous l'avez compris, le candidat doit répondre notamment à cette condition, qui est une condition de respect de l'honorabilité de la profession. Et pour cela, il n'y faut aucune condamnation, tout simplement, qui soit incompatible avec l'exercice de la profession. C'est pour cela que la profession veut éviter d'avoir une mauvaise image ou avoir des situations dans lesquelles vous avez une sorte de mauvaise presse qui est réalisée à cause de comportements qui sont frauduleux ou irréguliers. Il faut savoir qu'ici, on a besoin de la confiance finalement du public et c'est grâce à cela que la profession est reconnue. C'est pour cela qu'on fera attention à ce que les candidats soient sans casier judiciaire et on fera attention à respecter l'honorabilité de la profession. Puisque si par exemple vous avez un fait divers qui engage un expert comptable, eh bien souvent on ne fera pas les grands titres en disant voilà monsieur un tel a fait tel fait, mais on dira plutôt l'expert comptable ou un expert comptable a fait tel fait. Ce qui va nuire très fortement à la profession, ce qui va justement porter à préjudice à tous les experts comptables et non pas seulement celui qui est concerné. Et donc on va faire attention à ce que le candidat ou la personne qui souhaite devenir expert comptable ait un casier judiciaire vierge. Dans un troisième temps, il faut qu'il obtienne bien sûr le diplôme d'expertise comptable. Ce diplôme, vous l'obtenez après le DCG, DSCG, puis dans un troisième temps, vous avez 3 ans de stage ou de mission durant lesquels vous perfectionnez vos connaissances et vous devenez expert comptable, ce qui veut dire que le DEC est un bac plus 8. Ça veut dire qu'ici, vous en avez pour un long moment avant de devenir expert comptable, mais sachez que ça passe très très vite. Le dernier point qui est la présentation des garanties de moralité qui vont faire l'objet d'une enquête par l'ordre des experts comptables. Et là, l'ordre va vérifier la réputation et les antécédents du candidat. Et bien entendu, cette réputation, on va la regarder globalement. Mais au-delà de ça, on va regarder sa irréputation aussi. Donc, faites attention un petit peu à ce que vous mettez sur le net, puisque ici, ça peut empêcher finalement votre candidature en tant qu'expert comptable auprès de l'ordre. Donc, ici, on fera attention, bien entendu, à ce qu'on met sur le net, à ce qu'on dit publiquement, puisque si vous prétendez à devenir expert comptable, il est nécessaire, bien sûr, de proposer ou de présenter, en tout cas, des garanties de moralité auprès de l'ordre. Alors, ces critères vont assurer
l'éthique de la profession d'expert comptable. Et ici, c'est ce qui va justifier finalement, ces critères vont justifier cette prérogative qu'a l'expert comptable pour tenir les comptes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'expert comptable finalement a un monopole sur la tenue comptable et sur certaines missions. Et ce monopole, il est justifié par la lourdeur des éléments qui lui sont imposés. Déjà, pour devenir expert comptable, il faut respecter ces conditions qui sont assez lourdes et importantes, mais vous allez le voir, dans un deuxième temps, on fera aussi, bien sûr, les règles d'éthique et de déontologie que devra respecter le professionnel et qui sont très importantes. L'expert comptable est donc le seul professionnel qui est autorisé à établir ou réviser la comptabilité d'une entité pour laquelle il n'a pas de lien de subordination. Ainsi, l'expert comptable a une prérogative d'exercice du métier d'expert comptable et notamment de la tenue comptable ou de la révision comptable, puisque l'expert comptable sera le seul, ou en tout cas parmi les seuls, à pouvoir présenter une comptabilité. Sauf le cas des salariés ou des dirigeants de l'entreprise. C'est une mission contractuelle, donc c'est un engagement que choisit de faire le client. Ce n'est pas une obligation, le client n'est pas obligé de tenir sa compta via un expert comptable, mais en tout cas, il choisit de le faire. Si une personne qui n'est pas inscrite au tableau de l'ordre réalise des travaux comptables pour un tiers, eh bien ici, et qu'elle n'est pas salariée, bien entendu, ou dirigeant de la société, eh bien ici, elle commet un délit finalement qui est l'exercice illégal de la profession d'expert comptable, ce qui peut bien sûr mener à des sanctions puisque la personne risque jusqu'à 15 000 € d'amende et jusqu'à 1 an de prison. Passons à la question suivante, quels sont les organismes qui cadrent la profession d'expert comptable ? En France, vous avez 2 organes principaux. Le premier qui est le Conseil national de l'ordre des experts comptables, le CNOEC. Attention, il vient de changer de nom. Avant, on parlait du CS, le Conseil supérieur. Maintenant, on parle du CN, le Conseil national de l'ordre des experts comptables. Le deuxième organe sera le CROEC, les conseils régionaux de l'ordre des experts comptables, qui est donc le CROEC. Ces 2 organes sont configurés pour qu'ils puissent assurer la représentation, la promotion et la défense de la profession d'expert comptable, que ce soit en France ou à l'étranger. Au niveau national, on va avoir le CNOEC qui va se charger notamment de définir les obligations d'inscription, le code de déontologie de la profession, donc les règles finalement que doivent respecter les professionnels dans l'exercice de leur mission. Et aussi, vous le savez peut-être déjà, mais le programme pour être diplômé, donc ils vont fixer les exigences des examens, que ce soit le DCG, DSCG ou le DEC, pour justement diplômer un candidat. Et bien sûr, au-delà de cela, ils vont tâcher de représenter la profession vis-à-vis des pouvoirs publics et aussi d'émettre leurs avis. Donc c'est le CNOEC qui se chargera de représenter à l'échelle nationale et bien sûr aussi internationale, qui va se charger de représenter la profession au niveau des pouvoirs publics. Le CROEC, quant à lui, va se charger de gérer les membres directement. Et notamment, lorsque un expert comptable va s'inscrire, eh bien, il va s'inscrire auprès du CROEC de sa circonscription, donc de sa région. S'il est à Paris, eh bien, il s'inscrira au niveau du CROEC de la région Paris-Île-de-France et il sera donc membre du CROEC Île-de-France. Son rôle, ça va être notamment de administrer ses membres, de prévenir et de concilier toute contestation ou conflit d'ordre professionnel. Donc si par exemple un expert comptable a un litige avec un client ou même avec un autre expert comptable, on tâchera de passer par le CROEC qui va essayer de concilier ou de trouver justement une réponse à la problématique. Alors pourquoi on va faire cela ? Eh bien c'est une profession qui doit conserver son image et c'est tout à fait logique. Ici on ne veut pas que les litiges soit mis au jour, au grand public, et surtout, on ne veut pas que ça passe par un tribunal, ou en tout cas, on préfère éviter cela. Donc, le CROEC, lui, va se charger de concilier les différends entre professionnels ou entre professionnels et clients. Il va aussi se charger de statuer sur les inscriptions au tableau. Donc ici, lorsqu'on va s'inscrire en tant qu'expert comptable, eh bien, c'est le CROEC qui se charge de statuer, et notamment de faire les différentes vérifications dont on a parlé juste avant. Enfin, le CROEC va bien sûr surveiller l'exercice de la profession d'expert comptable au sein de sa circonscription. Donc c'est lui qui veille au grain pour l'exercice de la profession en respectant les normes professionnelles et les obligations qui incombent aux professionnels.
Passons à la question suivante. Quelles sont les missions de l'expert comptable? Pour cela, je vais m'appuyer sur le schéma suivant qui est proposé par l'ordre. Et on peut le voir, l'expert comptable, avant de parler de ses missions, déjà doit respecter le code de déontologie de la profession, donc on le verra dans un second temps à la fin de cette vidéo. Les normes professionnelles, on parlera de NP, les normes professionnelles de la maîtrise de la qualité, donc les NP qu'il devra respecter. Les normes professionnelles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, on en avait parlé tout à l'heure, et c'est donc la NP Lab, c'est une obligation qui incombe à toutes les missions qu'il exerce, donc il devra veiller à ce qu'il n'y ait pas finalement de blanchiment d'argent ou encore de financement du terrorisme. Et enfin, on arrive dans le cadre des missions, et notamment le premier aspect, et c'est les missions que vous devez connaître pour l'examen, notamment, c'est la mission d'assurance sur les comptes historiques. On retrouvera 4 types de missions. À côté de ces missions-là, on aura les autres missions d'assurance et les missions sans assurance. Donc dans les missions à connaître, il faudra connaître notamment ces 4 missions, les 4 missions d'assurance sur les comptes historiques, que ce soit l'audit, l'examen limité, la présentation des comptes et l'audit des petites entités, qui est une nouvelle mission qui a été ajoutée. Ainsi, si on fait un focus sur ces 4 missions, on va commencer avec la première, la présentation des comptes. Et donc ici, l'expert comptable va exprimer une assurance modérée qui porte sur la cohérence et la vraisemblance des comptes. Donc ici, son assurance, elle est modérée, c'est le plus faible niveau d'assurance qu'il peut présenter. Et donc, il est dans le cadre de la présentation des comptes, et c'est la mission classique que vous connaissez. Ensuite, vous avez le deuxième cas qui est l'examen limité des comptes. Et là, cette fois, il exprime une assurance modérée, mais cette fois sur la régularité et la sincérité des comptes. Alors la régularité et la sincérité, on l'a déjà un peu dit, mais la régularité, c'est le fait de tenir une comptabilité qui soit régulière, c'est-à-dire qui respecte les lois et règlements et tout usage ou qui incombe à un professionnel de la comptabilité. Et la sincérité, c'est de présenter finalement les comptes de bonne foi, que l'utilisateur ou le présentateur, ne cherche pas ici à tromper le lecteur des comptes. On le voit par rapport à la mission précédente. Tout à l'heure, il donnait une assurance modérée sur la cohérence et la vraisemblance des comptes. Ici, il est bien plus précis. Il donne une assurance modérée, mais cette fois sur la régularité et la sincérité. Il confirme que pour lui, la régularité et la sincérité sont bien respectées. L'audit des états financiers, cette fois, c'est exprimer une assurance raisonnable qui va porter sur la régularité et la sincérité des comptes et l'image fidèle. Ainsi, on voit qu'on a donné un niveau d'assurance plus élevé, puisqu'on passe de assurance modérée à assurance raisonnable. C'est un niveau supérieur. Et cette assurance raisonnable, elle va porter sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle. L'image fidèle qui est l'objectif même ou une caractéristique même de la comptabilité, puisque l'objectif même de la comptabilité, c'est de présenter des comptes qui finalement représentent au mieux la réalité économique de l'entité. Donc dans ces 3 missions, ce qui va changer à chaque fois, c'est l'assurance qui est donnée et sur quoi elle porte. Puisque la première mission, c'est une assurance modérée sur la cohérence et la vraisemblance. La deuxième mission, c'est une assurance modérée, cette fois sur la régularité et la sincérité. Et la troisième mission, c'est une assurance raisonnable, donc qui est supérieure à modérée, sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle. Ainsi, on l'a compris, plus on monte dans les missions, plus les diligences qui vont être réalisées par le professionnel vont être importantes. Ici, une présentation des comptes ne sera pas la même chose qu'un audit des états financiers. Ainsi, pour une présentation des comptes, il faudra peut-être 50 heures de travail. Sur l'audit des états financiers, on parlera sûrement de 200, 250 pour la même entité, heures de travail. Le professionnel, quant à lui, dans cette diligence, il va être un peu plus actif, proactif, il va chercher à vérifier les informations, là où dans la présentation des comptes, il va prendre la facture et la vérifier toute seule. Et bien dans l'audit des états financiers, par exemple, il pourra se charger de vérifier directement auprès du tiers concerné si la facture est vraiment existante. Donc il va le contacter, lui demander de lui envoyer un grand livre, lui demander de lui envoyer la version de la facture qu'il a dans son côté, puisque par exemple, un dirigeant pourrait fabriquer ses propres factures avec Adobe, aujourd'hui c'est très rapide, et inventer toute une comptabilité. Donc on voit que l'assurance est supérieure, mais les diligences sont supérieures. Et bien sûr, les honoraires aussi vont être plus importants, puisque le professionnel qui fixe ses honoraires, mais on en parlera un petit peu après, eh bien il les fixe en fonction des missions qu'il doit réaliser, des diligences qu'il doit mettre en œuvre, notamment.
On clôture avec la dernière mission, l'audit des états financiers dans une petite entité. Cette fois, ici, on va essayer de faire un audit qui est adapté à des petites structures et donc un audit qui va être entre guillemets un peu plus spécifique et allégé. Donc cet audit des états financiers est une nouvelle mission qu'il faut être capable de présenter en quelques lignes au niveau de l'examen. Et on passe maintenant aux modalités d'exercice de la profession. La mission de l'expert comptable est une mission qui va être contractuelle, donc ici, attention, elle n'est pas obligatoire. C'est donc un contrat de gré à gré entre l'expert comptable et le client qui choisit d'adhérer finalement au contrat qui est proposé par l'expert comptable. Cette mission, elle va être formalisée par un document qui est la lettre de mission. La lettre de mission est un document qui va être obligatoire et donc lorsque le professionnel veut lancer la mission, il sera obligé de faire signer cette lettre de mission au client avant de lancer toute démarche de travail. C'est le code de déontologie qui l'impose et ici le professionnel ne peut pas déroger à la règle. Cette lettre de mission va formaliser l'engagement de chacune des parties, c'est-à-dire les obligations que va avoir l'expert comptable, donc de tenir la comptabilité, de faire les déclarations fiscales, etc., etc., et les obligations qu'a aussi le client, puisqu'il a aussi des obligations telles que remettre les documents en temps et en heure, bien sûr répondre aux différentes demandes du cabinet, etc., etc. Eh bien, la lettre de mission va bien définir ces éléments-là pour que toutes les parties soient vraiment conscientes de leurs obligations et de ce qu'elles doivent faire. Enfin, cette lettre de mission, bien entendu, et c'est logique, eh bien, elle va définir la nature, l'étendue et les limites de la mission, leurs obligations réciproques, comme on l'a dit, et aussi les honoraires. Donc, le professionnel et le client vont savoir en avance les éléments qui vont être réalisés et vont les définir dans cette lettre de mission. Elle va cadrer et fixer un objet à la mission et surtout fixer les honoraires qui sont libres puisque le professionnel peut fixer les honoraires tels qu'il le souhaite, ils sont libres. Cependant, ils vont être en cohérence avec notamment les diligences qu'il doit mener pour réaliser la mission, mais aussi en fonction de sa réputation, aussi en fonction de la difficulté du secteur d'activité, puisque quand je suis un professionnel, je peux être un expert finalement dans l'audiovisuel ou le cinéma, et donc cette expertise que n'ont pas tous les experts comptables, eh bien, elle va être valorisée dans les honoraires. Donc c'est à la discrétion du professionnel. Ce que le professionnel ne pourra pas faire, c'est d'indexer finalement ses honoraires sur un élément tel que le chiffre d'affaires, tel que le résultat réalisé par l'entreprise. Ça, il n'aura pas le droit. Il ne pourra pas fixer des honoraires qui sont indexés. Mais par contre, des honoraires qui sont cohérents en fonction bien sûr des missions qu'il doit réaliser, de son expertise, de la science et de la connaissance qu'il a, eh bien là, il n'y aura aucun souci, c'est totalement libre. Et on passe à la responsabilité de l'expert comptable et notamment quelles sont les responsabilités qu'il peut engager. Eh bien, on distinguera 3 responsabilités principales, notamment la responsabilité civile qui est engagée s'il y a un préjudice envers le client. Ici, la victime va donc apporter la preuve de la faute de l'expert comptable et du lien de cause à effet entre la faute et le dommage subi. Ça pourra entraîner le paiement de dommages et intérêts et c'est pour ça que le professionnel souvent a une assurance pour se couvrir contre ce type de risque. Si par exemple il fait une erreur lors d'une déclaration fiscale, déclaration de TVA erronée qui engendre un redressement, et bien là il pourra être amené à engager sa responsabilité civile et donc à payer des dommages et intérêts au client qui a subi justement le préjudice suite au contrôle. Concernant la responsabilité pénale, elle est engagée en cas d'infraction comme une fraude par exemple. Et donc cette responsabilité nécessite notamment un élément légal, c'est-à-dire un texte répressif qui va prévoir l'infraction. Dans un deuxième temps, elle nécessitera aussi un élément matériel, c'est-à-dire qu'il va y avoir une exécution de l'infraction ou en tout cas une tentative. Et enfin, un élément intentionnel, c'est-à-dire une volonté qui va consister à réaliser l'infraction. Et là, la responsabilité pénale du professionnel sera engagée. Bien sûr, qui dit responsabilité pénale dit aussi emprisonnement ou amende, donc c'est bien plus lourd que la responsabilité civile. Donc le professionnel, lorsqu'il engage sa responsabilité pénale, prend le risque finalement d'avoir une sanction avec une peine de prison et une amende qui peut être assez importante.
Et enfin, la dernière des responsabilités, c'est la responsabilité disciplinaire qui permet à l'ordre de sanctionner l'expert comptable. Il pourra le suspendre ou même le radier. Voici une liste des sanctions que peut subir le professionnel de la part de l'ordre, sachant que je vous le rappelle, ou on le verra juste après dans cette vidéo, mais l'expert comptable a un devoir envers l'ordre des experts comptables et donc il devra respecter le code de déontologie et certaines règles de comportement notamment. Si par exemple il a eu un comportement qui remet en question la probité de la profession, s'il n'a pas respecté les normes professionnelles qu'il doit réaliser, s'il n'a pas signé sa lettre de mission avec son client, ce sont des situations dans lesquelles le professionnel s'expose à une sanction disciplinaire. Il risque soit une réprimande, dans un deuxième temps, on a un level un peu plus fort, le blâme avec inscription au dossier. Troisième niveau de sanction disciplinaire, la suspension pour une durée déterminée avec ou sans sursis. Et enfin, la sanction ultime, finalement, la plus grave, c'est la radiation du tableau qui va emporter l'interdiction définitive d'exercice du professionnel. L'expert comptable a plusieurs responsabilités à respecter et notamment ces trois principales, puisqu'il y en a d'autres qu'il peut engager, mais ces trois principales et avec une responsabilité disciplinaire qui a un certain poids sur notamment sa capacité d'exercice de la profession. Et ça nous amène à nous diriger sur la dernière partie qui concerne les experts comptables, notamment les principes déontologiques qui guident la profession d'expert comptable. Alors pourquoi parle-t-on autant d'éthique et de déontologie pour les experts comptables? C'est une profession finalement libérale qui est réalisée à titre individuel en général, on peut le réaliser aussi en société, mais ici où l'on vend la science, une science qu'a le professionnel. L'image qu'il dégage de comportement, qu'il soit vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis des tiers, eh bien, va déteindre sur toute la profession. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, dans les professions normées, en général, vous avez un code de déontologie qui va définir les comportements qu'il doit adopter sur telle ou telle situation. Donc le code de déontologie va se charger de faire cela, on va le découvrir ensemble, on va regarder les points principaux qui peuvent vous être demandés bien sûr à l'examen. Ce code va définir finalement les principes déontologiques qui encadrent la pratique de la profession, notamment en matière d'indépendance, d'intégrité, de compétence, de dignité, de discrétion et de confraternité. Alors ces points-là, on va les voir ensemble, puisque ce sont les principes fondamentaux du code. Le premier, l'indépendance, puisque l'expert comptable doit rester impartial et ne jamais se placer dans une situation de conflit d'intérêts. Son indépendance est la clé finalement de la réalisation de sa mission. Il fera attention à ne pas être dans une situation par exemple où son client représente plus de 90% de son chiffre d'affaires. Là, il ne pourra pas dire qu'il est indépendant puisque ici son client est trop important par rapport à son CA et donc c'est une mission qui risque de poser problème notamment vis-à-vis de son indépendance. Dans un deuxième temps, vous avez la notion d'intégrité puisque l'expert comptable va devoir agir avec honnêteté et probité en s'abstenant de tout comportement qui peut nuire à l'image de la profession. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais on insiste là-dessus dans le code de déontologie puisque son comportement professionnel et son comportement même dans la vie de tous les jours doit être en cohérence avec la profession qu'il exerce d'expert comptable. C'est quelqu'un qui ne va pas devoir se retrouver dans un fait divers, c'est quelqu'un qui devra faire attention à son comportement en temps normal, que ce soit avec les clients, mais que ce soit avec même le public, puisque par exemple un expert comptable qui vient alcooliser à des rendez-vous clients, là il y a un problème de comportement qui n'est pas cohérent avec la profession d'expert comptable. D'accord ? Donc on fera attention à ces éléments-là vis-à-vis du professionnel qui devra s'abstenir bien sûr de tout comportement qui peut nuire à l'image de la profession. Enfin, un troisième point qui est la compétence et la conscience professionnelle, puisque l'expert comptable, et on l'a déjà dit aussi, il doit maintenir ses connaissances à jour, et pour cela, il va consacrer un certain nombre d'heures de formation pour maintenir ses compétences à jour par rapport à la réglementation comptable, toute autre compétence qui peut servir la réalisation de ses missions. Enfin, une notion très importante qui est la notion du secret professionnel, puisque l'expert comptable va être soumis à une confidentialité. Il n'a pas le droit, bien sûr, de divulguer les informations qui sont obtenues dans le cadre de l'exercice de ses missions, sauf
aux personnes qui sont légalement qualifiées. Et donc là, il pourra communiquer à ces personnes, telles que le dirigeant ou les associés si c'est le cas, ou même un autre professionnel comptable, etc., qui travaille sur le même dossier. Mais il veillera à bien sûr ne pas divulguer d'informations confidentielles. Les informations qu'il a entre les mains sont très sensibles et peuvent causer de graves ennuis à l'entité. Donc cette obligation est une obligation qui incombe aux professionnels et j'ai envie de dire aussi aux comptables salariés qu'on va étudier un petit peu plus tard. Alors ces principes ne sont pas tous les principes que vous retrouvez au niveau du code de déontologie, mais je vous ai mis les 4 gros principes importants qui peuvent vous être demandés à l'examen. Et donc ici, soyez assez vigilants sur ces 4 notions-là qui sont des choses qu'on peut vous demander le jour de l'examen via des sortes de cas pratiques. On peut aussi vous poser bien sûr des questions de cours tout simplement. Dirigeons-nous vers un point qui est abordé par le code de déontologie, notamment les devoirs envers le client. Les devoirs envers le client signifient que l'expert comptable va être tenu de conseiller activement ses clients. C'est un sachant, il est diplômé, il a été formé, il a fait des stages, donc il sait des choses que le client ne sait pas. Et il est là, bien sûr, pour l'alerter en cas de pratiques qui vont être risquées et justement de faire en sorte que le client soit informé normalement des risques qu'il peut prendre ou même des éléments qu'il a à réaliser. Je m'explique, un client se dit « Oh, j'ai pas envie d'avoir un système de caisse, etc. Ça me saoule, je vais faire ça sur papier. » Bien, l'expert comptable va l'informer qu'il prend un risque. Donc, il va l'informer pour se déresponsabiliser puisqu'il a un devoir de conseil. Donc, l'informer qu'il prend un risque, qu'il y a une loi qui lui impose d'avoir un système de caisse normé, loi antifraude à la TVA, et que s'il ne respecte pas cette règle, eh bien, il encourt telle ou telle amende. Le professionnel a ce rôle-là puisque c'est un sachant, il sait des choses que le client ne sait pas et d'ailleurs c'est bien pour ça qu'il vient voir l'expert comptable parce que ce n'est pas son domaine de compétence et donc ici le professionnel a un devoir en fait envers le client et bien sûr il ne l'accompagnera pas dans des éléments qui sont délictueux et il va même refuser s'il y a un souci puisqu'il a à refuser toute complaisance dans la gestion comptable, c'est-à-dire arranger le client et ça arrive assez souvent si vous travaillez parce qu'il veut pas présenter un bénéfice trop fort, etc. Bon, dans les faits, c'est autre chose, mais théoriquement, il n'a pas à faire cela. Bien entendu, ce devoir envers le client n'engage pas le professionnel à faire des éléments qu'il ne souhaite pas faire. Et donc, il a à respecter le contrat. La mission, comme on l'a vu tout à l'heure, elle est formalisée par une lettre de mission qui va définir finalement la nature, l'étendue et les honoraires de l'expert comptable. Et il peut, s'il le souhaite, refuser ou mettre fin à une mission quand il a une perte de confiance, notamment pour des raisons éthiques par rapport à des réalisations qui lui sont demandées ou des réalisations qui sont faites par le client, c'est-à-dire qu'il fait de la fausse facture ou des éléments un petit peu qui posent problème, eh bien, il aura le droit de mettre fin à sa mission, bien entendu. Un autre devoir qui est dicté par le code de déontologie, le devoir de confraternité. Le devoir de confraternité, ici, impose que l'expert comptable aura un devoir de courtoisie et d'assistance envers ses confrères ou ses pairs, et il va devoir donc faire preuve de respect mutuel, de s'abstenir aussi de tout acte déloyal envers ses confrères, et en cas de différend, privilégier notamment une résolution amiable. S'il a par exemple récupéré un dossier d'un ancien expert comptable, il a bien sûr pour obligation de l'informer via un courrier, lui dire donc qu'il récupère le dossier, lui demander si tous ses honoraires ont été payés, auquel cas il pourra suspendre la mission, il devra suspendre la mission tant que les honoraires de l'ancien expert comptable ne sont pas payés, et enfin de lui demander aussi si le client ne cherche pas à éluder la bonne application des lois et règlements. C'est-à-dire que ici le client change d'expert comptable parce que l'ancien expert comptable n'a pas accepté ou voulu certains faits tels que par exemple changer les comptes à son avantage, etc. Donc il aura cette obligation notamment lorsqu'il va avoir un nouveau dossier. Il va aussi avoir des devoirs envers l'ordre qui sont édictés par le code de déontologie, notamment le respect des obligations professionnelles, donc d'exercer en respectant les normes professionnelles. Aussi, il va être tenu d'informer l'ordre s'il a un litige avec un client et donc d'essayer de faire en sorte que ce litige soit résolu avant toute situation judiciaire auprès du conseil régional de l'ordre des experts comptables.
Et il va donc faire l'objet aussi, et on l'a vu, de sanctions disciplinaires s'il ne respecte pas les obligations qui lui incombent. Ce devoir envers l'ordre va garantir la conformité de l'exercice de la profession et que le professionnel respecte bien toutes les règles qui lui sont imposées. Et on clôture cette partie qui concerne l'expert comptable avec les incompatibilités d'exercice. L'expert comptable ne peut pas exercer des activités qui vont porter atteinte à son indépendance, comme on l'a vu tout à l'heure. Ainsi, voici une liste des incompatibilités de l'expert comptable. Il ne peut pas exercer un emploi salarié tout en étant expert comptable. Donc si vous êtes expert comptable, vous ne pouvez faire que cela. Il faut que le professionnel se dédie ici à sa profession, et donc il n'aura pas le droit d'avoir un emploi salarié à côté de l'exercice de la profession d'expert comptable. On aura quelques exceptions, notamment lorsque le professionnel travaille pour un autre cabinet. Là, on reste toujours dans le cadre de l'expertise comptable, donc il aura la possibilité d'avoir un emploi salarié, ou encore lorsque le professionnel finalement est professeur et qu'il exerce au sein d'établissements de formation, et donc là, il aura le droit de faire cela. La profession d'expert comptable est incompatible avec une activité commerciale, et donc on ne pourra pas avoir la casquette d'expert comptable et avoir une activité commerciale à côté. Ce n'est pas possible, c'est incompatible. Enfin, une règle très importante, puisque souvent à l'examen, c'est ce que vous avez, et donc vous avez souvent cette question-là, c'est l'impossibilité d'être expert comptable et commissaire aux comptes, lorsque je fais une mission de certification des comptes, et donc commissaire aux comptes de la même société. Ainsi, il est impossible que je fasse du conseil ou de l'expertise comptable en même temps que de certifier les comptes. C'est logique. On veut éviter les situations d'autocontrôle, d'auto-vérification, puisque le professionnel, soit il est expert comptable, soit il fait la mission de certification en audit en tant que commissaire aux comptes, pour éviter toute situation où il y a un conflit d'intérêts. Enfin, une incompatibilité importante, c'est le manque d'indépendance, comme on l'a vu un peu plus haut. Un client qui représente une trop grosse part du chiffre d'affaires du professionnel, eh bien c'est une situation où il y a un manque d'indépendance et le professionnel veillera à conserver son indépendance. Allez, passons maintenant aux deux derniers points qu'on doit aborder, notamment le comptable salarié, puis après le comptable public. Alors pour le comptable salarié, vous le savez déjà tous, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus sur cette notion. Le travail de comptable va varier considérablement selon la taille de l'entreprise. Il pourra avoir des missions telles que la tenue comptable, la gestion administrative, la gestion sociale, établir donc des bulletins de PF et des déclarations sociales. Et ici, ces missions sont tellement variées qu'on ne peut pas les définir en tant que telles. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il a un lien de subordination avec son employeur, donc il réalise les missions qui lui sont demandées par son employeur. Pour le comptable salarié, on sera attentif sur certains points, notamment sur sa responsabilité, puisque lorsqu'il va réaliser des faits délictueux, même si c'est sur la demande de son employeur et qu'il n'en tire aucun profit, eh bien, il risque d'engager sa responsabilité, et autant que l'auteur. Donc on sera très attentif sur ce genre de situation que vous pouvez rencontrer à l'examen. Et on garde en tête qu'en fait, le comptable salarié est autant responsable que l'auteur d'un délit ou d'une infraction, même s'il n'en tire aucun profit. À l'examen, vous avez très rarement des questions sur le comptable salarié, mais il est tout à fait possible que vous ayez ce genre de situation, notamment lorsqu'il va réaliser des faits délictueux. Et on attaque avec la dernière partie, la notion de comptable public et d'ordonnateur. On va séparer ces deux fonctions pour une simple et bonne raison, qui va être de lutter contre la fraude au fonds public. L'objectif ici, c'est de limiter le risque, et donc va y avoir un comptable public qui va se charger de la phase comptable, notamment le paiement des dépenses et le recouvrement des dettes. Donc c'est lui qui se charge finalement d'effectuer la dépense ou d'effectuer l'encaissement. On parle d'un mandat ou d'un titre de recette. Dans un deuxième temps, l'ordonnateur va être celui qui va ordonner, qui va donner les consignes. Il va se charger de la phase administrative où il engage les opérations dans la limite d'un budget alloué, jouant le rôle de gestionnaire des dépenses de l'entité. Ici, l'ordonnateur, c'est lui qui décide. Il dit, voilà, il faut payer cette facture, il faut encaisser cet argent, et donc c'est lui qui ordonne, entre guillemets. Donc en séparant ces deux fonctions, on limite la fraude au fonds public. Grâce à ça, si l'un a réalisé le paiement, eh bien il s'occupe de vérifier que la facture est existante, vérifier qu'ici ce n'est pas un élément frauduleux ou qui pose problème. Tandis que le premier va se charger d'ordonner, de décider en fait qui doit être payé et à qui on doit encaisser les fonds. Donc
Cette séparation va limiter en fait la fraude aux fonds publics puisque ces deux personnes ne vont pas avoir de lien de subordination. Le comptable public comme l'ordonnateur n'ont pas de lien de subordination puisque le comptable public va gérer en toute indépendance tandis que l'ordonnateur, lui, il va avoir le pouvoir de décider et ces deux-là n'ont aucun lien de subordination l'un envers l'autre. Collaborent, mais ils n'ont pas de lien de subordination. La responsabilité de ces deux postes du comptable public et de l'ordonnateur ici, eh bien, elle a été un petit peu allégée puisque depuis le 1er janvier 2023, le comptable public, eh bien, il recouvre les créances et paye les dettes sous sa propre responsabilité. Et avant, on parlait de sa responsabilité pécuniaire, c'est-à-dire que lorsqu'il faisait une erreur, eh bien, il payait finalement de sa poche. Bien sûr, il avait une assurance spécifique, mais il payait quand même de sa poche. La responsabilité a été allégée pour le comptable public et l'ordonnateur, puisque maintenant, il recouvre les créances sans forcément engager ses deniers personnels, mais il est toujours responsable de la bonne gestion des fonds publics. Attention à l'examen, ces questions tombent de temps en temps, pas souvent, mais elles tombent de temps en temps et souvent on vous demandera de distinguer ce que fait l'ordonnateur et ce que fait le comptable public. Attention à bien distinguer les deux postes. Je répète le dernier point, c'est que l'ordonnateur décide, il dit voilà, je veux payer un tel, je veux payer un tel, tandis que le comptable public se charge de réaliser finalement la phase comptable, c'est-à-dire réaliser le paiement de telle ou telle personne. Comment on va voir s'il y a une fraude entre les deux? Eh bien, c'est assez simple, chacun va tenir une comptabilité. C'est donc deux comptabilités parallèles qui vont se tenir et il faut bien sûr qu'elles soient symétriques. Si l'un a fait un paiement tandis que l'autre n'a pas engagé le paiement, eh bien il y a un problème, vous le comprenez. Et on se rendra compte très vite de qu'est-ce qui manque ou de qu'est-ce qui a été fait chez l'un ou chez l'autre. C'est le préfet qui est le garant de ces éléments-là et donc s'il y a un souci, eh bien le préfet peut agir, il peut enquêter ou demander des informations pour lutter contre la fraude aux fonds publics. Voilà, nous avons terminé notre première vidéo qui concerne notamment la profession de l'expert comptable, du comptable salarié et du comptable public. On a vu dans un élément plutôt synthétique tous les éléments qui concernent cette partie du cours. On va se retrouver dans une deuxième vidéo sur la profession de commissaire aux comptes. Et si, bien sûr, vous souhaitez retrouver l'intégralité de la synthèse de cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description et vous aurez accès à ce document complet, c'est-à-dire la synthèse de ma vidéo pour que vous ayez tout en main sans avoir forcément à prendre des notes. À très vite sur la vidéo suivante. À très vite.